On accueille donc Stéphane Guillot qui va avoir le regard chirurgical sur l'instabilité latérale de la cheville. Bonjour à tous. Alors moi je viens de Bordeaux, j'habite à Bordeaux, mais ma belle famille est de Lille et je suis très heureux d'être ici avec vous. Je vous parle du côté chirurgical, donc l'entorse de cheville. Ce qui est important, c'est de savoir la reconnaître. Et surtout, je pense que c'est important de le rappeler parce que moi, je vois des situations où, dans ma vie où les gens viennent voir le spécialiste un peu en dernier recours parce qu'ils ont vu souvent avant le médecin des urgences, leur médecin traitant. Généralement, c'est comme ça. Ils font une radio, ils font une échographie. On voit qu'il y a un ligament qui est cassé. Donc, ils viennent voir le spécialiste parce que personne leur a expliqué vraiment clairement les choses. Et la première chose, à mon avis, à bien expliquer, et surtout, il faut parler quand vous voyez des gens aux urgences. Il faut leur dire ce que vous pensez. Parce que souvent, vous avez un bon raisonnement, mais les patients, ils savent pas. Ils viennent voir après le spécialiste en disant « Le médecin des urgences, il s'est trompé. Il m'a dit que j'avais une entorse, mais... » on a fait une échographie et l'échographie elle montre une rupture du ligament talofibulaire antérieur. Donc ça, et parce que le radiologue il dira pas au patient que la rupture du ligament talofibulaire antérieur c'est une entorse. Donc c'est important. La première chose, je pense à mon avis dans l'erreur qu'on voit dans la prise en charge des entorses de cheville, c'est qu'il faut expliquer les choses aux patients. Bien évidemment, il y a les critères d'Ottawa, ils sont toujours valables. C'est très important de palper les reliefs osseux que vous connaissez tous, de faire les pas que vous connaissez tous aussi. Je vais pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, il y a encore le dogme de l'examen à distance, c'est-à-dire entre la première semaine et la deuxième semaine. Mais peut-être que ce dogme va peut-être être mis à mal parce que maintenant on a un nouvel outil qui est l'échographie qui permet probablement de répondre aux questions qu'on se pose quand on voit les patients à 15 jours, je dirais, parce qu'on dit une semaine, mais en fait c'est mieux de les voir à 15 jours. En gros, mais c'est vrai que l'examen à 15 jours, il est très sensible et très spécifique. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, vous avez un patient qui a encore une cheville grosse, avec une douleur à la palpation des ligaments, eh ben, vous n'avez pas besoin de faire une échographie. Il y a forcément une atteinte du ligament talofibulaire antérieur. Le piège, le gros piège de la revue des patients à 15 jours, c'est la syndesmose, c'est l'atteinte de la syndesmose qu'on a probablement sous-estimée et qui est très fréquent dans certains sports, dont le rugby par exemple. Je dis ça pour mon collègue de Toulouse. Vous savez, il y a un derby entre Bordeaux et Toulouse, qui n'est pas en notre faveur, donc on ne va pas trop en parler. Mais bon, l'échographie, en revanche, reste quand même quelque chose de très spécifique et très sensible. Donc il est possible que ce soit... Enfin, il est même certain que c'est un outil hyper important, surtout dans les examens avant le 15e jour. Ça permettrait, je pense, ça permet probablement d'avoir des notions de gravité de l'entorse avant cet examen de la deuxième semaine. Alors, le traitement de l'entorse. Alors, ce qu'il faut... je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est que ce qui est important, c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant que chirurgiens, c'est quand il y a un ligament qui est cassé. À partir du moment où il y a une rupture de ligament, l'avenir de votre patient, il dépendra à long terme, uniquement ou non, de la cicatrisation du ligament. Donc, et on essaye toujours de faire cicatriser les ligaments. Et il est reconnu, d'après les études et les méta-analyses qui ont été publiées, que la meilleure solution, a priori l'AirCast, c'est pas un problème, ça donne les mêmes résultats que les immobilisations par botte. Il y a peut-être un intérêt à mettre une botte pendant 15 jours quand c'est vraiment une très très grosse entorse. Mais autrement, c'est l'AirCast. Et moi, personnellement, je préfère les mettre pendant 6 semaines, les AirCast avec appui autorisé, jour et nuit. Ça, c'est important de le préciser aux patients. Et ça, c'est quand il s'agit d'un premier épisode. Et en fait, si vous interrogez bien votre malade, finalement, on n'en voit pas, enfin moi j'en vois pas autant que ça des premiers épisodes. En fait, souvent les patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont une entorse de cheville, ils ont déjà eu des épisodes.
Et faut vraiment, enfin 6 semaines, moi c'est pour quelqu'un qui a un premier épisode. Après j'ai tendance un petit peu à diminuer la période d'immobilisation, mais ça c'est pareil, c'est des choses qu'on va essayer de repréciser parce qu'on a le projet de faire une conférence de consensus avec la SFTS dont vous entendrez parler probablement. Il y a une justification après cette période d'immobilisation d'utiliser une petite attelle élastique, surtout pour les gens qui font du sport, parce qu'il y a une maturation du collagène encore pendant 1 an. Donc c'est justifié de faire ça. Et la rééducation, alors moi personnellement, je préfère la mettre à partir de la 6e semaine pour faire de la rééducation de reprogrammation neuromusculaire. Je trouve qu'avant la 6e semaine, il n'y a pas tellement d'intérêt. Je vois mes patients, j'ai l'impression que ça n'a pas de grande importance, sauf peut-être dans la première période pour lutter contre l'œdème. Mais je trouve que la rééducation de la cheville, moi je la vois plutôt aux alentours de la 6e semaine. Alors maintenant, quid du traitement chirurgical dans le cadre du premier épisode? Alors là, il y aurait aujourd'hui des arguments qui tenteraient à démontrer, des études qui tenteraient à démontrer que chez les sportifs de haut niveau, chez les gens qui ont une forte demande sportive, il y aurait un intérêt à réparer les ligaments en urgence, dans la mesure où ça ne diminue pas la convalescence d'un joueur. Et en revanche, ça diminue le risque de récidive et ça diminue le risque d'instabilité. Voilà. Donc ça, c'est des données. Il y a un article qui a été écrit là-dessus dans le KSSTA que vous pouvez retrouver. Alors le gros problème, à mon avis, pour moi, aujourd'hui, c'est l'instabilité chronique de cheville. Et le problème, c'est que dans le monde du sport, comme un petit peu dans général, on a tendance, à mon avis, et ça c'est mon œil de chirurgien spécialiste de la cheville, à un peu banaliser la chose, et il y a une espèce de déni de l'instabilité de cheville, dans le monde, et en particulier dans le monde du sport. C'est-à-dire que, moi par exemple, au hand, les professionnels de hand, ils ont le droit de jouer avec il n'y a pas le droit de jouer avec une attelle de genou, mais il y a le droit de jouer avec une attelle de cheville. On a tendance à considérer dans le sport que quand c'est un problème de genou, c'est grave, et puis quand c'est un problème de cheville, c'est pas grave. On s'en fout, et donc il y a plein de patients qui traînent dans la nature et qui sont instables. Et ça, je pense que c'est le premier frein à beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, cette image, quand vous voyez cette image là, et ben ça, c'est pas un premier épisode d'entorse. Ça, c'est un joueur qui a des ligaments qui sont cassés et qui, à un moment, pendant son match, n'arrive pas à contrôler sa cheville. Et vous l'examinez 48 heures après, la cheville est normale. Moi, ça m'est déjà arrivé d'examiner des athlètes de haut niveau. Après un traumatisme comme ça, s'il y avait une vraie entorse, il y aurait une cheville qui serait énorme. Et là, ce joueur-là, 48 heures après, la cheville est normale. Et donc ça, c'est une vraie instabilité. Il ne faut pas le dénier, c'est ça. Maintenant, dans l'instabilité chronique, il y a évidemment plusieurs phases. Les anglo-saxons, ils ont tendance à, c'est un dessin, un croquis qu'on trouve souvent dans la littérature sur le démembrement de l'instabilité chronique. Il y a effectivement des causes médicales et des causes traumatiques. Donc les anglo-saxons, ils appellent ça instabilité mécanique quand il y a quelque chose qui est retrouvé médicalement, et instabilité fonctionnelle, c'est tout ce qui est instabilité, c'est-à-dire sensation, appréhension de la cheville, mais sans qu'on retrouve de lésions anatomiques à l'IRM ou à tout autre examen. Et au milieu de tout ça, moi j'aime bien rajouter que c'est le ligament talofibulaire antérieur qui prend tout. Alors le problème des manœuvres cliniques dans l'instabilité chronique de cheville, c'est qu'on n'a pas non plus des examens cliniques qui ont une spécificité, une sensibilité comme au genou. Ça n'existe pas. Et c'est un petit peu, souvent c'est un peu, interobserveur, savoir s'il y a une laxité, s'il n'y a pas de laxité, les tiroirs antérieurs, c'est pas toujours facile à protocoliser et à faire comme au genou. Alors il y a des manœuvres qui ont été décrites, hein, la manœuvre de Molloy qui consiste à mettre en hyperflexion dorsale pour essayer de retrouver la douleur en face d'un conflit antérolatéral. Et moi je pense que ce qui est important dans l'examen de la cheville, je trouve que je fais de plus en plus maintenant,
c'est de palper le ligament talofibulaire antérieur et d'essayer de retrouver des douleurs à la palpation du ligament talofibulaire antérieur, en plus de retrouver des laxités qui ne sont pas toujours évidentes à quantifier. Alors le bilan après pour dépister une instabilité chronique, il y a les radiographies de face et de profil. On a l'AMI View qui a été décrit par les Hollandais, qui consiste à dépister les conflits antéromédiaux, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans l'instabilité de cheville, vous avez des forces de compression sur la partie interne de la cheville qui entraînent plutôt des ostéophytes, on va dire, et les forces de distraction dans la partie externe de cheville qui entraînent des lésions du ligament talofibulaire, enfin des ligaments. Avec souvent, hein, c'est pour ça qu'on retrouve souvent plus de géodes, enfin plus de lésions ostéochondrales dans la partie interne, parce que c'est là où ça comprime. Et donc le cliché de l'AMI View, ça permet de dépister en fait des ostéophytes qui ne sont pas forcément vus sur les clichés de face. Vous voyez, par exemple, là vous avez le même patient. En bas, on ne voit pas les ostéophytes, et en haut, on les voit parce que l'AMI View est capable de dérouler les ostéophytes. Alors, dans l'instabilité chronique de cheville, j'ai l'habitude de dire que en fait, les choses, elles sont très très simples. Il ne faut pas essayer de les compliquer. Moi, je crois qu'il faut avoir la même attitude qu'avec le genou, c'est-à-dire que vous avez dans le genou, dans le croisé antérieur, vous avez un patient qui a une instabilité avec une lésion du ligament du LCA. Vous le rééduquez, ça ne marche pas, vous lui proposez la chirurgie. Et ben, je pense qu'il faut faire la même chose dans la cheville, c'est-à-dire que vous avez une instabilité qui résiste au traitement médical, vous avez une lésion du ligament, il faut l'opérer. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de différence entre le genou et la cheville. Et on est en train de le prouver. Alors, qu'est-ce qu'il y a le problème dans le traitement chirurgical de la cheville, c'est qu'il y a eu plus de 200 techniques qui ont été décrites, dont une du Nord qui est très connue, la technique de Duquesnoy, que j'ai fait longtemps. Et donc en gros, je dirais qu'on va essayer de classer pour qu'on s'y retrouve en famille de traitement chirurgical. La première façon de traiter, c'est ce qu'on appelle des reconstructions non anatomiques. C'est-à-dire qu'on prend un tendon et on va le dérouter et on va un petit peu modifier l'anatomie, mais on va mettre un renfort. C'est un petit peu comme au genou, ça s'appelle le Lemaire, à la cheville, ça s'appelle le Castin, on va dire, pour faire simple. Après, vous avez des interventions de réparation, où on essaye de réparer le ligament, mais on s'est aperçu assez vite que la réparation simple, ça ne marchait pas, donc qu'il fallait rajouter quelque chose. Et les anglo-saxons, ils parlent d'augmentation. Et puis après, il y a les reconstructions, c'est-à-dire que là, on va prendre, comme sur le modèle du croisé antérieur, c'est-à-dire qu'on va prendre un tendon et on va reconstruire les ligaments avec le tendon qu'on a pris. Alors, ce qu'on est en train de démontrer, alors c'est marrant parce qu'on est en train de reconstruire l'histoire, hein, c'est toujours, en chirurgie, on est un peu comme ça et on ne voit pas que, en fait, l'histoire, elle a été écrite dans d'autres articulations avant. Et en fait, je pense qu'à mon avis, l'histoire de la ligamentoplastie de cheville, elle suit l'histoire du genou, hein, c'est-à-dire que dans le genou, on faisait des Lemaire, alors à la cheville, on faisait beaucoup de Castin, puis on s'est aperçu après que les Lemaire, c'était pas forcément très très bien, parce que c'était pas anatomique, et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir que les Castins sont pas une bonne entraînent des mauvais résultats à long terme, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 30% des patients qui sont encore satisfaits de leur intervention à long terme. Alors les Castins, les patients, ils sont très très contents au début, hein. Au bout de 2 ans, il y a aucun problème. Un sportif peut finir sa carrière avec un Castin, comme un peu, on finissait sa carrière avec un Lemaire. Mais le problème, c'est après que ça. Et donc on arrive à peu près à la même conclusion, c'est-à-dire à dire que plus on se rapproche de l'anatomie quand on essaie de traiter une instabilité, mieux c'est. Et pour le moment, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça suffit de faire que des réparations ou est-ce qu'il faut faire des reconstructions. Alors, en gros, aujourd'hui, la proportion, si on a fait une grosse étude prospective à la Société française d'arthroscopie où on a revu 280 patients. En gros, le ratio entre réparation et reconstruction, c'est à peu près 40-45% de réparation et 50-60% de reconstruction. Si on prend une population de chirurgiens français.
Moi, mon truc, c'est l'arthroscopie, en fait. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'arthroscopie. J'ai eu des idées de réparation et de reconstruction sous arthroscopie. Pourquoi? Parce que, en fait, bon, déjà, on sait que l'arthroscopie, c'est un petit peu le gold standard pour tout ce qui est lésions associées à la ligamentoplastie, c'est-à-dire les conflits, les lésions ostéochondrales. On essaye d'abord de les faire sous arthroscopie. Enfin, ça s'est imprégné un peu dans notre quotidien. On sait aussi que l'arthroscopie, ça divise par 10 le pourcentage environ, hein, dans les autres articulations. Ça, à peu près, on peut dire de façon un peu consensuelle que généralement, ça divise par 10 les complications. Il y a eu des études aussi qui ont montré qu'à la cheville, la chirurgie à ciel ouvert, c'était 3 fois plus dangereux que les chirurgies au genou et à l'épaule. Donc ça veut dire qu'à la cheville, encore plus qu'à l'heure, c'est probablement plus intéressant de faire ça sous arthroscopie. Il y a une exploration. Quand on met un arthroscope dans une articulation, on apprend toujours des choses. Hein. Il y a eu beaucoup de lésions, par exemple, qui ont été découvertes à l'épaule quand on a commencé à faire de l'arthroscopie. Et je pense qu'on va découvrir des lésions au niveau de la cheville. Et quand on arrive à traiter la ligamentoplastie sous arthroscopie, on n'a plus besoin d'ouvrir après. Ce qui est quand même un bien, à mon avis, pour le malade. Alors au début, j'avais pas beaucoup de gens qui me suivaient. Donc j'ai créé un groupe en 2013 qui s'appelle l'Ankle and Stability Group et je suis très content d'avoir Frédéric Michels dans la salle aujourd'hui, qui est un chirurgien belge avec lequel je travaille beaucoup et qui a énormément publié sur le sujet et que je vous invite à aller voir à Courtrai. C'est une bonne nouvelle, je ne savais pas qu'il était là, donc on s'est vu... Et donc on a beaucoup publié sur le sujet parce que bien évidemment il y a un petit peu tout à écrire et sur le sujet de l'instabilité de cheville. Voici donc le groupe avec les membres un petit peu partout dans le monde. C'est un groupe à l'échelle mondiale de tous les experts, chirurgiens qui travaillent sur le sujet de l'instabilité de cheville. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter avec des trucs chirurgicaux parce que les chirurgiens généralement ils montrent beaucoup de trucs qui passionnent pas tout le monde. Mais je vais quand même vous montrer je vais essayer de vous montrer les deux choses qu'on peut faire. Donc là, c'est une petite vidéo sur la réparation des ligaments. Donc, en jaune, vous avez les ligaments. Et puis le renfort au rétinaculum, ça, c'est ce qu'on appelle les opérations de réparation. C'est le duquesnois sous arthroscopie, je vais dire en gros. Hein, c'est ça. Et le problème, c'est que quand on a des patients comme ce patient, vous voyez ici la face latérale de la cheville, avec la malléole en haut et un trou. Et vous voyez, quand on met l'arthroscope, on voit les fibulaires, les tendons fibulaires. C'est-à-dire que là, si vous voulez, il n'y a plus rien, il n'y a plus du tout de ligament talofibulaire. On passe directement de la cheville jusqu'au fibulaire. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de ligament. Et là, on ne peut pas reconstruire, parce qu'il n'y a plus rien à reconstruire. Et donc le travail que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver un moyen d'atteindre ces ligaments et de proposer une méthode qui permette de faire par sous-arthroscopie 3 trous au niveau des insertions des ligaments et de mettre entre ces 3 trous une greffe qu'on prend d'ailleurs au niveau du genou, c'est le gras de silice, et qui permettent de reconstruire donc le ligament talofibulaire antérieur et le ligament calcanéofibulaire, avec, à mon avis aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train de démontrer, un placement beaucoup plus précis qu'à ciel ouvert, des points de fixation de cette greffe, ce qui fait que la greffe elle est plus anatomique. Donc j'espère que je n'ai pas trop dépassé, parce que je m'emballe des fois un peu, mais je voudrais simplement en conclusion vous dire que vraiment ce qui est très important, je pense, aujourd'hui, c'est de repérer les patients qui ont une instabilité chronique de cheville avec des lésions ligamentaires. Parce que, si on ne fait pas ça, je pense que c'est des catastrophes fonctionnelles. Moi, je trouve qu'il y a trop de sportifs à qui on fait des arthrodèses.
Il y a James Nunley, qui est un chirurgien américain, qui a montré qu'aux États-Unis, il y a une prothèse de cheville sur 5 qui est due à une entorse de cheville. Je pense que ça veut dire qu'on a tout raté. C'est-à-dire qu'on n'a pas stabilisé les articulations avant. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphane pour ce topo de passionné de l'instabilité de cheville. Une courte question pour une courte réponse éventuellement, c'est tellement dommage de ne pas avoir le temps de discuter. Alors Stéphane, je rebondis, une seule question. Il y a donc aujourd'hui, en 2019, une indication dans certaines situations pour réaliser une chirurgie de première intention après un épisode d'entorse de cheville. Il y a des arguments bibliographiques qui montrent qu'il y aurait un avantage chez les sportifs de haut niveau à faire ça. D'accord. Donc la cible, c'est le professionnel? Ouais, le professionnel. Oui, et enfin, ça intéresse beaucoup. De toute façon, des clubs de foot, par exemple, ça les intéresse beaucoup parce qu'en termes d'arrêt pour un joueur, c'est énorme. Hein, D'accord. L'intérêt étant de diminuer le risque de récidive. Oui, tout à fait. C'est ça. Pour rebondir sur cette question, dans quel délai d'abord, parce que ça paraît fondamental. Il y a au moins 40 ans, j'étais en Allemagne de l'Est, participer à un colloque sur les entorses de cheville. En Allemagne de l'Est, c'était une urgence thérapeutique. C'est-à-dire les gens se tordaient la cheville sur le terrain, ils étaient amenés à l'hôpital, ils étaient opérés dans les 4 heures qui suivaient. Et en France, c'est quand même pas trop l'habitude. La question qui se pose la plus pour moi, c'est vous rattachez l'instabilité de cheville à la lésion isolée du faisceau antérieur. Est-ce qu'on peut dire que le faisceau antérieur isolé donne une instabilité sans qu'il y ait d'atteinte du faisceau fibulo-calcanéen? Alors ça, c'est un autre problème de l'instabilité de cheville, en fait, finalement, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose, en fait, à ce qui se passe. Alors on sait que, a priori, alors Frédéric a beaucoup travaillé sur l'instabilité soutalienne, il pourrait en parler mieux que moi, parce qu'il a fait la biblio, mais en fait, c'est un des autres problèmes, c'est qu'on ne comprend pas trop, enfin, on sait que le ligament talofibulaire casse, on sait que probablement il y a le calcanéofibulaire aussi qui casse, puis après il y a des tas d'articles qui montrent qu'il y a plein d'autres choses qui se passent, mais d'ailleurs, un peu comme dans un genou aussi, hein, enfin, on va dire, hein, mais on n'a pas tellement vraiment de certitude. Juste un tout petit mot pour réhabiliter un peu Jean Castin. Jean Castin, à la fin de sa vie, disait « J'ai fait des ligamentoplasties », qu'il n'avait pas inventé, puisque tout le monde sait que c'est Wassott Jones qui les a proposés en premier. Oh. « J'ai fait des ligamentoplasties, il ne faut plus en faire ». Lui-même le disait, ce qui, je trouve, de la part d'un praticien, quelque chose d'assez remarquable de dire « Ce que j'ai fait, il ne faut plus le faire ». Merci beaucoup.